va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. J'espère que vous allez passer une bonne semaine à l'écoute d'On va se gêner. Aujourd'hui avec Charlotte de Turckheim. Oui, bonjour. Pierre Bénichou. Jérôme Bonaldi. Mustapha. Et Jérémy Michalak. Évidemment, depuis ce matin, tout le monde parle de la disparition de l'abbé Pierre. Alors évidemment, on va pas faire toute l'émission là-dessus. On va continuer à commenter le reste de l'actualité avec l'humour nécessaire et celui qui vous caractérise, cher chroniqueur, n'est-ce pas? Écoutez, de toute façon, la mort de l'abbé Pierre n'est pas triste en soi, puisqu'il disait lui-même qu'il voulait mourir et qu'il avait envie d'être délivré par la mort. Pierre, vous l'aviez rencontré, l'abbé Pierre? Non, jamais. Jamais? Non, j'ai jamais rencontré, mais je l'ai vu de près, mais je l'ai jamais rencontré, je l'avais parlé, quoi. Et tu te souviens pas de la première fois justement où Coluche a rencontré l'abbé Pierre? Et c'était assez amusant parce que on pouvait pas imaginer à ce moment-là que Coluche pouvait avoir un quelconque relation même avec l'abbé Pierre. Et c'était assez touchant de voir à quel point il était complètement bouleversé par cet homme. Et il a pas pu s'empêcher quand même de faire cette vanne dernière en disant en même temps je l'aime bien l'abbé Pierre, je l'aime bien. J'arrête pas de lui donner des vieux costeurs à moi, des trucs de chez Routy, de chez Dior, de chez Yves Saint Laurent. Putain, il l'aimait jamais. C'est la fameuse blague qui a été reprise et reprise. Et en même temps, alors Coluche aurait été là aujourd'hui, il aurait sûrement dit l'abbé Pierre a enfin trouvé un logement alors. Sûrement. Oui. C'est fou, hein. Il a tout de suite. Mais je peux dire que c'est assez marrant de voir que il a servi quand même de guide à tous ceux qui ont fait un peu dans l'humanitaire après. Que ce soit Kouchner qui est devenu ami avec lui, Kouchner qui a une œuvre aussi importante que celle de l'abbé Pierre. Qu'on a entendu ce matin témoigner le premier sur Europe. Les French Doctors, c'est un truc international. À partir de l'histoire de l'abbé Pierre et de Coluche, beaucoup d'artistes, dont je fais partie d'ailleurs, se sont mis à s'engager aussi dans des causes. Ça a été le premier à le faire et il a ouvert la voie. Oui, mais le côté Curton faisait quand même un peu chier, disons la vérité. Mais il s'est tout de suite démarqué de cette appartenance au clergé. Quoique, on se peut se demander pourquoi un type qui a été si libre, qui a annoncé qu'il avait lui-même fait le péché de chair, qui était pour l'ordination des femmes, qui était contre le célibat des prêtres, tout. Pourquoi il s'est gardé cette putain de soutane? Peut-être qu'il a pas de jolies jambes. Oh non. Non, écoutez, franchement, jusque-là c'était bien. Bonaldi n'a encore rien dit derrière tout ça. On est tous tristes, un peu comme Coluche, il nous manque quelqu'un. C'était un mec formidable. Et je trouve que ce qui est formidable, c'est qu'il n'a jamais été récupéré par les politiques, quels qu'ils soient. C'est vrai que son côté Curton était bizarre, la soutane en particulier, mais il était pas trop près de l'évêché. Même sur les capotes, il avait des choses bien. Il disait, en tant que catholique, je sais que tromper sa femme, enfin, tromper son conjoint, c'est un péché, mais faites-le avec un préservatif parce qu'il faut pas rajouter une faute à un péché. Rien que ça, c'était une phrase maligne, intelligente et plus ancienne. Surtout qu'il l'avait fait lui-même, donc il savait de quoi il parlait. Oui, on a beaucoup parlé de ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça le rendait humain. Il l'a dit, c'est qu'il a voulu que ça se Non, mais c'est pas pour se moquer, je dis ça, c'est que justement, il savait mieux que tout le monde, ou aussi bien que tout le monde, à quel point l'erreur est humaine. Quand tu le dis, il a jamais été récupéré par les politiques, Mitterrand, qui n'aimait pas du tout l'abbé Pierre, il disait, mais attention, c'est un vieux politicien. C'était vrai aussi. On parlera à nouveau de l'abbé Pierre pendant l'émission, mais j'aimerais évidemment qu'on commence par les fameuses questions qui nous permettent de savoir si vous avez bien potassé la presse tout le week-end, y compris aujourd'hui, lundi, savoir si vous avez bien révisé l'actualité. Tiens, par exemple, on va commencer par une phrase qui a été prononcée pendant le week-end. À votre avis, qui a bien pu dire « J'en suis et j'y vais pour gagner » Hillary Clinton. Merde, je pensais que quelqu'un allait me répondre Stevie au lieu de la bonne réponse. Stevie à l'UMP, eh bien non, c'est effectivement Hillary Clinton qui se voit présidente. Bonne réponse du duo Mustapha-Michalak. J'en suis et j'y vais pour gagner. Sûrement Christine O'Krent, un peu plus tard dans l'émission, on reviendra là-dessus. Vous savez qu'elle s'est longuement intéressée à la femme de l'ex-président Bill Clinton, qui la soutient évidemment énormément dans cette campagne. Elle a des chances, Hillary Clinton? Je sais pas, on le dit, elle a des chances, mais enfin c'est un tel panier de crabes en ce moment, puisqu'elle sait même pas. En fait, on joue maintenant la désignation, c'est un peu comme Ségolène avec Strauss-Kahn et puis Fabius, à savoir que il faut d'abord être élu candidat en Amérique. Et elle a un très dur concurrent, le sénateur noir dont on a déjà parlé ici, le fameux Barack Obama, qui manifestement pourrait lui voler la vedette pendant cette campagne de désignation au sein du Parti démocrate. Et Hillary Clinton postule pour la Maison Blanche, mais le petit frère de Monica Lewinsky postule déjà pour un stage. Ah oui, c'est logique, elle va se venger dans le même bureau contre son mari. Une autre question, pourquoi va-t-on parler pas mal dans les jours qui viennent du match qui date pourtant du 10 décembre dernier, match de rugby, Stade Français contre les Anglais de Sale?
Ah bah alors ça, j'ignore et je suis content de l'apprendre. Oui. Ah, oui, ben alors là, pourtant, on en a parlé encore pas mal ce week-end et on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent. Ce match de rugby Stade Français. Je peux même vous donner Ah, je sais, c'est un truc avec David Beckham. Non, aucun rapport. Les rugbymen du Stade Français avaient gagné 27-16. Dans des conditions bizarroïdes? Non. C'était au Parc des Princes? Oui. Il y a un rapport avec la pelouse? Avec excellente réponse de Jérémy Michalak. Allez-y, pourquoi? Bah parce que le Paris Saint-Germain, le club de foot en tout cas, se plaint des conditions de jeu parce que la pelouse est régulièrement abîmée par les matchs de rugby qui précèdent les matchs de foot. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oui. D'accord, excellente réponse de Jérémy Michalak, mais qu'est-ce qu'il fait? Il paraît qu'à 3h du matin, il va chercher des informations, il les met sur une petite fiche, il les donne avec la réponse. Alors Laurent pose la question et lui il répond ce qu'il a déjà écrit sur sa fiche. Vous voulez dire que ce serait un duo préparé? Mais bien sûr, oui, c'est ça. Oh, c'est moche de ta part, Abbé Mais Pierre. bien sûr, c'est pire que l'abbé Pierre et Kouchner encore. Mais c'est de la jalousie, tu es jaloux. c'est L'abbé tout. Pierre était beaucoup moins pour la jaloux. justice, pas pour la charité. Eh ben écoute, il sait plus de choses que toi pour une fois. Moi, ça je te t'écouterai le jour où tu porteras une soutane, Pierre. Mais il travaille, lui. En tout cas, c'est vrai que tous les joueurs du Paris Saint-Germain se sont lâchés ce week-end à l'issue quand même de la qualification, il faut le dire, pour les huitièmes de finale contre Guignon. Tous les joueurs se sont lâchés parce que pour l'instant, ils n'osaient pas trop en parler de la pelouse parce que évidemment, ils avaient la truc, on disait ça y est, il se trouve encore un nouveau prétexte. Mais comme l'entraîneur Paul Le Guen a été le premier à ouvrir la voie, tous derrière se sont engouffrés dans cette brèche en disant ça fait plusieurs matchs qu'on n'arrive pas à contrôler le ballon sur le terrain. La pelouse est dans un état terrible, suite particulièrement au match de rugby Stade Français Sale du 10 décembre dernier, qui les rugbyman, il faut le dire, auraient transformé la pelouse du Parc des Princes en champ de labour où le sable et les creux chassent un peu plus l'herbe à chaque rencontre et désormais ils ne peuvent pas mettre le ballon à terre, c'est très difficile de réussir nos contrôles, raconte Bonaventure Calou par exemple, le parfois buteur du Paris Saint-Germain. Il a marqué. C'est vrai. Attention. Avec cette pelouse, tout ce qui est simple devient compliqué. Ça va être dur, mais on va essayer de faire abstraction. Donc voilà, ils ont trouvé un nouveau prétexte. Si le Paris Saint-Germain ne gagnait pas ces dernières semaines, c'était à cause de la pelouse, vous voyez. Ceci étant dit, mieux vaut critiquer quand même la pelouse un jour où ils gagnent, quoi. C'est-à-dire que ça fait quand même moins de mauvaise foi que de dire c'est à cause de la pelouse qu'on a Voilà, perdu. à mon En avis, même temps, pourquoi ils ont attendu, effectivement. ils ont gagné contre Guignon. Voilà. Oui, on en reparlera sûrement pendant l'émission. Mais j'ai une autre question, et là, je suis pas sûr que vous trouviez la réponse aussi vite. René Marquez a obtenu un non-lieu juste avant le week-end. René Marquez a obtenu un non-lieu. Allez-y. Est-ce qu'il y a un rapport avec Pierre Bénichou? Oui. Oui, c'est normal. C'est le chasseur qui avait abattu l'ours Cannelle et qui a eu un non-lieu dans cette histoire. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce Je que vous voulez que je vous m'auto-félicite, dise, là. Pierre? C'est vous qui auriez dû me répondre Ben ça. oui, mais moi, comme j'étais avec lui ce jour-là, je voulais pas le balancer. Et oui, effectivement, René Marquez est le fameux chasseur qui avait tué Cannelle, la dernière ours femelle de souche pyrénéenne. Et le procureur de la République de Pau a annoncé, c'était vendredi et dans toute la presse ce week-end, que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu, considérant que l'homme montagnard avait agi en état de légitime défense face à l'ours Cannelle. Un drame qui s'était déroulé il y a quand même déjà maintenant, vous vous rendez compte, plus de 2 ans. C'était le 1er novembre 2004. On voit pas le temps passer. Ça fait 2 ans qu'on parle de ça, Pierre Bénichou. Ah bah oui, surtout avec les ours, on voit pas le temps passer, ils vous ont becté avant. Hein. Pourquoi on Voilà. voit pas le temps passer? Parce qu'ils ont, ils vous ont fait Mais ne se ressemble pas. Mon Dieu. Elle a 42 ans, celle-là. Mais c'était le moment. Là, vraiment, il fallait le faire maintenant ou jamais. On a aussi parlé ce week-end, et c'est peut-être même la première fois qu'elle avait son nom dans la presse. Alors là, vraiment, si je fais pas au moins 1 minute là-dessus, je suis vraiment... Alors, c'est que vous êtes très très fort. Même Michalak, je suis sûr qu'il n'a pas la réponse. On a parlé pour la première fois ce week-end dans la presse, et peut-être même pour la première fois, elle avait son nom dans le journal, de... Madeleine. On vous parler de Madeleine, celle que Jacques Brel attendait. Pas du Et tout. Qui vient de mettre fin à Pas ses du jours. tout, pas du tout. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Aurèle et qui est une nounou antillaise. Ah oui. C'est la nounou des enfants de Ségolène Royal. Excellente réponse. Il est rouge de confusion. Il en vient pas lui-même, Moustapha. Moi, j'y crois pas. Mais comment vous avez lu ça? Bon, C'était on a pris un appart avec Michalak, en fait. C'était 2 petites lignes dans le Parisien ce Eh ben week-end. ouais. On nous raconte, vous savez, suite, effectivement, à ce sondage qu'il y a pu y avoir sur ce que pensent les Français du couple Royal-Hollande. Dans le Parisien, il y avait tout le détail sur leur vie, qui avait élevé des enfants, leurs 4 enfants, Thomas, Clémentine, Julien et Flora, âgés de 21 à 14 ans. Tous ont été effectivement élevés par, évidemment, Ségolène
Marlène et François, mais aussi par la nounou antillaise qui vit avec la famille depuis plus de 20 ans. 20 ans qu'Aurel est au service du couple. Voilà, au moins il garde les personnes avec qui il travaille. C'est déjà bon signe, ça. Oui, écoutez, alors moi c'est en général la partie de la campagne qui m'intéresse le moins. C'est vrai. C'est quand on commence à aller dans la vie privée et de s'intéresser exactement. Après, le stade au-dessus, c'est regarder ce qu'il y a dans les poubelles aussi des gens connus. Vous savez, Oui, ça se faisait. ça se À un moment, faisait, il y ça. avait un mec qui prenait des photos et c'est arrivé d'ailleurs à ma copine Victoria. C'était vachement sympa. Il y a un mec qui est rentré chez elle, à là où elle habite en Ta copine Espagne. Victoria. Victoria Abril, pardon, D'accord. excusez-moi. Oui, ça fait très... Ouais, parce que ça fait, On fait du Excusez-moi. name dropping, là. Voilà. On pensait que c'était Et- Victoria principale ou Victoria Parce que c'est la Beckham. reine Victoria. moi. Oh, maintenant qu'on sait que c'est Victoria Abril, on est déçus. Ah non, dites, alors là, c'est bien plus classe, Victoria Abril, vous êtes malade ou quoi? Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces Eh bien, poubelles? non, alors là, le mec, sa spécialité, c'est qu'il rentrait chez toi dans ta salle de bain, il prenait le panier de linge sale, il étalait le panier de linge sale, et il prenait des photos de tous les vêtements sales, par définition. Mais tu vois. montre-moi tes poubelles, je dirais qui tu es. C'est un vieux truc de paparazzi. Hein. Pourquoi les Montcelliens et les Montcelliennes sont-ils particulièrement fiers Parce qu'ils ont gagné au football. contre Montsolémine a gagné, c'est ce qui est important, contre une équipe beaucoup plus forte qu'elle. et surtout, ils vont affronter Ils vont affréter Bordeaux. exactement. C'est le plus Franchement, ça- petit club qui reste en course pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Montceau-les-Mines, les Montcelliens et les Montcelliennes ont leur jour de gloire. Ils rêvaient parce que pour l'instant, ils n'avaient effectivement affronté que des équipes de Ligue 2 ou de division inférieure. Qui est souvent, il a été quand même des divisions supérieures à ce club de Montceau-les-Mines. Mais là, Montceau, au prochain tour, va enfin affronter un grand club. C'est le petit poussé, comme on l'appelle dans ces cas-là. Toujours, ouais. Le petit poussé de la Coupe de France qui affrontera Bordeaux au prochain tour. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Mais je crois qu'ils joueront pas les pauvres à Montsolémine. Non. Le stade est trop petit, ils iront à Guignon, je Ils crois. joueront à Guignon, ouais. le club qui justement a été éliminé par le Paris Saint-Germain. Jean-Marie Capdevila a participé ce week-end à un tournoi de kickboxing, mais il n'a pas pu mettre son oui. t-shirt. Pourquoi, Jérôme? Parce que c'est un t-shirt un peu politique. Ce type-là, en plus de faire du kickboxing, il est garde du corps, et il est garde du corps de Jean-Marie Le Pen. Exact. Et alors son t-shirt, c'est DSP, tu sais, Défense, Sécurité, Protection. Département Protection Voilà. Sécurité, le Voilà. service qui s'occupe Le de... fameux service d'ordre, le SO du front, et qui est assez musclé en général. Et il rêvait de le mettre, mais on lui a dit non, ici c'est du sport, on fait pas de politique. Et il paraît quand même qu'à Lille, lors d'un précédent tournoi, il avait pu mettre effectivement ce t-shirt, mais là à Marseille, on lui dit non, le contrat interdit toute démonstration publicitaire. Vous ne pouvez pas porter le t-shirt du DPS, le fameux donc effectivement service de sécurité du Front National. Il assume totalement ses choix. Jean-Marie Capdevila, champion de kickboxing, il raconte même qu'au bord des rings, il croise parfois le rapport Joe Star. Ça doit être chouette, dis donc. Ouais. Ça fait entraînement avant et après combat. Hein. Bonne réponse en tout cas de Jérôme Bonaldi. Ah, le prince Charles va se sacrifier pour réduire sa responsabilité en matière de gaz à effet de serre. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une blague. Il va pas aller en Suisse faire du ski comme tous les ans. Mais je crois que c'est une blague. Et En pourquoi- fait, parce qu'il n'y a pas de neige. Pourquoi ça économiserait de l'énergie? Parce qu'il va pas faire des voyages, donc il y aura pas de CO2, tu vois. Il va pas y aller en avion. il va arrêter de voyager toute sa vie. Je crois que c'est. Attends, ça c'est la raison officielle. La raison vraie, à mon avis, il y a pas de neige, donc il y va pas. C'est pas parce qu'il veut économiser le CO2 et sauver la Terre. C'est pas gentil ce que vous faites avec le prince Charles. Pardon. Parce que peut-être, moi, je connais la vraie raison. Hein. Peut-être qu'il n'a pas d'argent. Eh ben oui, il y a des années avec et des années sans, mais pour les rois. Hein. En tout cas, c'est une bonne réponse encore de Bonaldi. Qui va interpréter Salvador Dali dans un film préparé par Hollywood? Qui va jouer, ça c'est intéressant, qui va bien pouvoir jouer Salvador Dali dans Un un moustachu, film... donc c'est pas Mandalière? Non. Non, ça aurait pu. Attends, c'était l'égérie de Salvador, elle aurait pu. Le scénario portera sur les dernières années troubles de Salvador Dali, qui est mort en 1989 à l'âge de 84 ans. Et là, il y a ce qu'on appelle un biopic, hein, vous savez maintenant, une biographie filmée, un biopic va être donc fait. Ça va s'appeler Dali et moi, tiré d'un livre d'un journaliste belge qui s'appelle Stan Lorissens. Et Hollywood a trouvé le comédien qui a accepté de jouer le rôle de Salvador Dali. Qui, à votre avis? Henri Salvador, Non, peut-être. n'importe Moi, quoi. je pensais à Adrian Brody, mais je pense que ça doit être un espagnol. Ah bah, vous voyez, je pensais pas que cette question-là... De allait- Niro, non? Pas De Niro. Ah, Al Pacino. Al Pacino, excellente réponse de Jérémy Michalak. À 66 ans, Al Pacino a accepté de jouer le rôle de Salvador Dali. Vous savez qui va jouer le rôle d'Amanda Lear? Gérard Depardieu. Ce qui est marrant, c'est que le titre du bouquin américain, c'est Dali et moi. Je crois que c'est le même titre que celui consacré à Dali par Amanda Lear elle-même. Dali et moi.
Qui a fait cette semaine la publicité de l'association qui défend le droit d'opter pour une mort digne? Madeleine. Madeleine, excellente réponse. Jérôme Bonaldi. Il y a Pierre qui fait la gueule. Pierre avait 3 minutes d'avance sur cette question. Alors parlez-moi de cette fameuse Madeleine. Vous l'aviez croisée, vous qui... Non, jamais. J'ai pas croisé. J'ai croisé l'abbé Pierre, c'est déjà beaucoup. C'est la fameuse Madeleine qu'attendait Jacques Brel, c'est ça? Exactement. La fameuse Madeleine qu'attendait Jacques Brel. Ce soir, j'attends Madeleine. J'ai apporté du lilas. Madeleine Z. On ne nous donne pas d'ailleurs son nom de famille en entier. C'était dans le JDD hier et c'était dans le Figaro ce matin. Elle a mis fin à ses jours, un suicide assisté. Elle avait 69 ans. Elle avait l'usage de toutes ses facultés intellectuelles au moment de son décès. Oui. Entourée d'une amie, elle a demandé à l'association Droit de mourir dignement, la DMD, de lui fournir un traitement radical pour s'éteindre sans souffrance, car elle souffrait de sclérose latérale amyotrophique, nous dit-on. C'est une maladie dite de Charcot. Enfin, elle savait qu'elle allait finir comme une éponge, quoi. Et elle n'en avait pas envie, donc elle avait demandé à être assistée pour pouvoir mourir de façon digne. Ce qu'elle a fait, elle aurait même choisi de mélanger des médicaments à de la glace qu'elle a avalée après s'être mise une goutte de parfum dans le cou, nous raconte-t-on. Et quand elle était beaucoup plus jeune, cette femme française vivant dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, je crois qu'elle était l'égérie d'un coiffeur, nous dit-on, et avait rencontré Georges Brassens, puis Jacques Brel. Et Jacques Brel lui faisait, j'imagine, un brin de cour, et elle lui avait posé un lapin ce qui a donné la fameuse chanson, c'est ce que nous racontent en tout cas les journaux, ça a donné la fameuse chanson Madeleine qui ne viendra pas, il disait, ça finissait comme ça. Il peut l'attendre aujourd'hui puisqu'elle le rejoint. Ah, c'est assez joli ça comme conclusion, ça nous permet d'écouter en tout cas Jacques Brel. On va se gêner, attention, nous sommes là depuis 16h et jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Jérôme Bonaldi. Merveilleux. Vous avez pas mal lu la presse, la preuve, vous avez bien répondu aux questions qui ont commencé l'émission. Mais alors, est-ce que vous avez vu dans le JDD ce week-end cette histoire incroyable dans un petit village breton, un bourg bigouden, comme titrait le JDD hier, le village de Tréguenec. Et j'ai au téléphone l'ancienne conseillère municipale de la commune de Tréguenec, ça se situe dans le Finistère, Madame Florence Tanguy. Bonjour Madame. Bonjour. Comme nous, vous avez dû lire le compte-rendu du JDD hier qui racontait que depuis 2001, vous en étiez quand même à 4 élections municipales dans ce village qui compte seulement, je crois, 357 habitants, c'est bien ça? C'est bien ça. Oui. 357 habitants et pourtant, il faut le dire, une mairie qui voit se succéder maire sur maire depuis des années sans qu'il n'y en ait aucun qui arrive à tenir. Pourquoi? Alors hier on votait à Tréguenec. Hier on votait à Tréguenec, c'est donc la liste menée par Jean-Claude Jolivette, la liste de gauche pour redynamiser notre commune, qui a donc remporté le score. Ah, c'était le deuxième tour, il faut dire, parce qu'il y avait eu un premier tour, c'est pour ça que j'étais intéressé de vous appeler, parce que dans le JDD hier, évidemment, on pouvait pas nous donner le résultat de ce vote à Tréguenec. On peut pas dire que ce soit d'une importance extrême pour la vie politique française dans l'ensemble, mais quand même pour le village de Tréguenec, savoir que au premier tour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a personne qui soit arrivé en tête, puisque 61 personnes différentes, 9 conseillers municipaux qui devaient être élus, aucun n'a réussi à faire le break par rapport aux autres, c'est ça? Tout à fait. D'où un second tour, parce que donc au premier tour, il y avait donc la candidature de monsieur René Coupard, du couple monsieur et madame Rouque, et monsieur Gilbert Denis. Mais pourquoi est-ce que vous entendez aussi mal? C'est parti d'un conflit donc avec un agriculteur qui ne respectait peut-être pas l'environnement, je dirais. Donc c'est parti sur des polémiques à n'en plus finir, quoi. À n'en plus finir au point que chaque maire, successivement 3 ou 4 de suite, ont démissionné, c'est bien ça? C'est bien ça. À cause d'une seule personne? Pas à cause d'une seule personne. Et puis il y a aussi des clans dans la population. Pourquoi, je pourrais pas tellement vous l'expliquer. Mais quand même sur 357 habitants, ça paraît dingue. 357 habitants, c'est vrai. C'est vraiment dommage, mais bon, là, je fais entièrement confiance à la nouvelle équipe pour renouer les dialogues. Ça s'est passé comment, alors, le dépouillement? C'était tendu, hier? Le dépouillement, non, ça s'est passé quand même un climat serein, bon, un petit peu tendu tout de même, hein, parce qu'il y avait Est-ce que ça a fait du bruit, le papier du JDD, qui était quand même sur plus d'une demi-page entière hier, dans le journal du dimanche? Est-ce que ça fait du bruit dans j'allais dire, dans le Landerneau, autre village breton, mais là, à Tréguenec, alors? Non. Non. Tréguenec, village ingouvernable. C'était le gros titre du JDD hier. Et je me suis dit quand même, ça doit faire du bruit cette affaire-là. Puis après, j'ai dit, village ingouvernable, 357 habitants. Alors on se dit, mais comment je comprends que les présidents de la République aient des difficultés. Mais il y a des gens qui se parlent plus dans le village, qui se font la gueule? Ah oui, il y a des gens qui se font la gueule, oui.
Il y a des gens qui ont des fauteurs de discorde, hein, parce que Tréguenec, c'était pas ça avant. Hein. Ah oui. C'était un village uni, c'est un village formidable. C'était un village comme on aimerait en voir plus souvent. Il y avait des fêtes, il y avait même des booms. À l'époque, on était 4. Qu'est-ce qu'on se marrait. Tandis que maintenant, c'est devenu une foire d'empoigne, moi je dis. Hein. Bah écoutez, on va vous souhaiter avec la nouvelle équipe municipale. C'était juste pour avoir le score et le résultat, parce que c'est vrai que quand on voit une demi-page, plus d'une demi-page entière consacrée à un tel village, on se dit, mais alors, il y avait un carrière dans l'actualité. Moi, j'ai pas dormi de la nuit, moi je voulais savoir. On a tous très mal dormi. Je voulais savoir ce qui se passait à Tréguenec. Ça y est, vous avez trouvé un maire. Ça y est, nous avons trouvé un maire à qui nous pouvons faire entièrement confiance. Qui devrait durer quoi, 8 ou 15 jours? Ah non, ça va durer plusieurs années. Bah, on vous remercie en tout cas pour votre réponse à notre angoisse. Merci, Madame Florence Tanguy. Ça paraît dingue, hein, quand même. C'est Astérix, hein. C'est Astérix avec les bagarres sempiternelles. D'ailleurs, je crois que c'était en Bretagne. Ça va aller mieux, hein. Là, c'est- J'ai une blague complètement idiote sur les Bretons que j'aime beaucoup. allez-y. C'est un monsieur qui est dans un train et qui voit une dame toute seule, assise. Alors donc il s'approche d'elle, il dit « Madame, permettez-moi de m'asseoir à côté de vous, bien sûr, fait la dame. » Il lui dit « Au fait, madame, savez-vous que ce sont les Indiens d'Amérique qui ont le plus gros sexe ?»« Ah, dit la dame, non, je ne savais pas. Vous voyez, je pensais bêtement que c'était les Noirs. »« Ah non, pas du tout, ce sont les Indiens d'Amérique. »« Ah bon, très bien. » Il continue la conversation, comme ça. Puis à un moment, il lui dit « Et savez-vous aussi, madame, que ce sont les Bretons qui sont les meilleurs amants ?» Ah bon, dit-elle, je ne savais pas. Non, je pensais que c'était les Italiens. Ah non, ce sont les Bretons. Et puis à ce moment-là, au bout d'un petit moment, le monsieur se lève et dit « Oh, mais pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté. Mes hommages, je m'appelle Geronimo Tréguenec. » Ah oui, elle est bien. Pierre semblait la connaître déjà, mais... Non, pas du tout. Je l'avais oublié depuis le temps. Ah, ça c'est dégueulasse. Tu croyais que je parlais de toi? Vous n'avez pas une dernière blague de Carlos à nous filer avant qu'il la donne à une autre radio? Je vous en prie, hein, ça va comme ça. Oui, mais moi, au moins, je sais les adapter, tu comprends, à chaque village. Tu comprends? Je vous emmène aux États-Unis. Vous allez voir que je vous fais voyager parce que il y a une histoire incroyable. Un homme a survécu miraculeusement à une chute de 17 étages de son hôtel samedi dernier. Bon, il a été hospitalisé quand même parce qu'il y avait quelques fractures et Il est tombé sur quoi? il est tombé sur le premier étage. Mais ça vous plaît, j'ai remarqué ces histoires-là. La dernière fois, c'était un mec qui a voulu se suicider, s'était jeté d'une falaise, il avait fait je sais combien de mètres, il était... Oui, c'est ça. Il parce avait que c'est assez Il étonnant. est sûrement bien tombé. Il a chuté fait... de 17 étages et rester vivant, c'est quand même formidable. Oui, parce que, attends, c'est comme les chats. Tu sais, les chats qui tombent du premier étage se fait plus mal que le chat qui tombe du deuxième étage. Parce qu'il atteint sa vitesse limite. En gros, il cesse d'accélérer. Il tombe à peu près à, je sais pas quoi, 150 km/h. Du coup, il a le temps de se rétablir. Il a plus cette notion de tomber. Il plane en quelque sorte. Et donc, il peut se remettre sur ses pattes. Quand il tombe du premier étage, il peut tomber sur le dos. Beaucoup de blessés. Du deuxième étage, il a le temps. Et du troisième, encore moins. Et du 17e, il vole peut-être le mec, c'est ça? Alors, peut-être que l'homme en question, au bout du troisième, quatrième étage, a atteint sa vitesse limite. Je crois que pour un homme, ça doit être 220 km/h. Il a eu le temps de se préparer à la chute. Mais je sais ce qu'il a fait à ce moment-là. Il a ouvert son ventral. Peut-être. Non mais, je connais l'histoire horrible du type qui s'était, mais une histoire vraie, il était sauté du premier étage de la Tour Eiffel, il y avait beaucoup de vent, et il est tombé sur le toit d'une voiture, qui est en fait assez souple. Lui est vivant, il a quasiment rien, et la personne qui était dans la bagnole, elle est morte. Le type se suicide, il tue quelqu'un et il est vivant, il a raté tout son coup. Et le mec au Chili qui s'était jeté du 18e étage. Alors les gens le regardent comme ça, affolés, il crie « Ah bah Pinochet, ah bah Pinochet, ah bah Pinochet !» Et il tombe. Une chance incroyable, il tombe sur une pelouse, il se fait rien. Alors on le félicite, on dit c'est formidable, il dit mais pourquoi tu criais à ma Pinochet, il dit je voulais qu'on m'arrête. Allez, joli. Charlotte de Turckheim était à l'Alpe d'Huez ce week-end. Vous faites tous les festivals, vous, parce qu'on a reçu quelqu'un à la télévision la semaine dernière. Qui a balancé. Léa Drucker, qui Ouais. m'a dit que vous faisiez Gérard Maire la semaine prochaine. Mais oui, d'ailleurs, je vous ai entendu balancer sur mon compte. J'étais dans mon hôtel, je me suis dit, oh le salaud, oh le salaud. Festival Je me du suis film dit, fantastique. Je me suis dit que vous aviez vraiment un mauvais fond. Parce que vous avez cité mon nom en disant, ouais, tu parles, elle dit qu'elle va bosser, elle va dans un festival. Alors, je vous emmerde, je fais ce que je veux. Deuxièmement, si j'ai envie d'aller dans un festival, j'y vais, et en plus ça, je vous ai jamais dit que j'allais travailler. Je vous ai dit que j'allais faire la fête. C'était pour faire un mot. Et là, Oui. vous étiez à l'Alpe d'Huez. C'est vraiment bien hein, comme festival. Il y a l'Alpe d'Huez, il y a Cognac, il y a Gérard Merda. Vous n'aimez pas Cannes?
Mais pourquoi? Mais cette année, Qu'est-ce qu'il y a à l'Alpe d'Huez? J'ai trouvé qu'à l'Alpe d'Huez, c'était un festival donc de cinéma, de comédie. Avec Antoine Decaune? Avec Antoine Decaune comme président. Et là, j'ai été extrêmement fière de nous tous. Et je vous englobe, là, mon petit Pierre Bénichou. Parce que je trouvais que quand même, les gens qui font de la comédie, les gens qui font de l'humour, c'est quand même autre chose. C'est quand même la classe internationale. Ah oui, pourquoi? C'est-à-dire que souvent, on demande aux gens justement de monter sur scène et de dire un mot. Alors, je sais que pour beaucoup d'acteurs, c'est pas leur métier. Mais là, c'était quand même l'intelligence, la drôlerie, l'impertinence, l'insolence personnifiée. Et tu m'englobes comme ça? Oui, je t'englobe dedans, mon chéri. Je t'englobe dedans, absolument. Et Daniel Prévost nous a fait un espèce de numéro tous les soirs que j'ai trouvé assez génial, où tous les soirs, il commençait en disant « Nous sommes tous des ringards, nous sommes tous des cons », et tout le monde se levait en disant « Ouais, on est des ringards, on est des cons ». Ce que j'ai trouvé absolument génial. Genre. Donc il n'a pas changé de texte Donc depuis il a des pas années. changé de texte. Oui, mais ce qui était assez drôle, c'est que même le maire de l'Alpe d'Huez, à qui il disait « Mais vous aussi, vous êtes un ringard », le maire de l'Alpe d'Huez se levait ravi en disant « Ouais, je suis un con ». Et les gens étaient en délire, debout, en disant « Oui, nous sommes des cons, nous sommes des ringards ». Vous me demandez pourquoi elle m'avait englobé? Je comprends maintenant. Bon, la petite faute de goût, c'est qu'il y avait l'élection de la meilleure comédienne de comédie de l'année, que j'étais nominée et que c'est Mathilde Seigné qui l'a eu. Ça, j'ai trouvé que c'était pas très... Ils sont cons. Ils sont cons. Et ringards. Et ringards. Là, je me suis dit qu'ils étaient vraiment cons, les ringards. Et alors, est-ce qu'on parle Jones et on parle bien français dans les festivals? Comment ça se passe? Alors, je voulais absolument aussi mettre un peu les choses au clair, parce que ça n'a rien à voir avec le festival de l'Alpe d'Huez, mais dans les écoles en ce moment en France, on essaye d'apprendre aux gamins à parler le français Correct. le français correct. Et on leur demande de traduire donc des phrases de français Jones en français littéraire. Alors, je vous donne un exemple. Une copine m'a filé des bons becs. Une camarade m'a offert des friandises. C'est logique. Logique. Mon pote a une caisse pourrie. C'est une de mes accointances a un véhicule fort vétuste. Ah, ils vont aimer dans les banlieues, oui. Ça va leur faire. Voilà. Nique ta mère se dit sodomiser votre génitrice. Et à l'inverse, pourriez-vous avoir l'amabilité de réitérer votre question? Ça se dit en Jones. Quoi? Et comment je dois dire, par exemple, parce que ça m'est arrivé de dire « Ah, j'ai niqué mon froc dans un resto Shintok en renversant une sauce pourrave qui schlinguait grave. Eh bien, j'ai la réponse. nous allons demander à Jérôme Bonaldi de nous traduire ça. J'ai gravement dégradé mon pantalon dans un restaurant asiatique en renversant par inadvertance une sauce improbable dont l'odeur était nauséabonde. Oh! Ça vous va? Ah! J'ai bravo. niqué mon froc dans un resto Shintok en renversant une sauce pourrave qui schlinguait grave. Bravo. Alors, Mustapha, je vous avais demandé une petite traduction. Oui, Je vous avais demandé de traduire. Je me suis fait pépon dans les teuchios. J'ai pensé que c'était une phrase que peut-être que vous connaissiez. Oui. C'était Je une expérience pratique. que vous avez vécue Ce week-end même. ce week-end même. Alors, comment dit-on? Je me suis fait Alors, pépon j'ai dans les traduit teuchios. littéralement par j'ai entendu. victime d'une fellation dans les toilettes publiques. J'ai été victime d'une Alors fellation. victime, peut-être pas, mais j'ai su. Vous n'étiez pas Heureux consentant. bénéficiaire. Non, mais je découvre le sexe, moi. Donc pour moi, je suis victime à chaque fois. Mais... Parce qu'on pouvait dire aussi, Une jeune femme m'a offert une gâterie bucco-génitale dans les toilettes. oui, on pouvait dire aussi tout simplement, j'ai rencontré une femme très serviable aux toilettes. Ça, c'est mieux. Ça se disait aussi, j'ai croisé Loana ce week-end. Et alors donc, à l'inverse, j'ai demandé à Pierre Bénichou de traduire en langage Jones. Ça va être difficile. L'individu de sexe féminin qui arbore une chevelure décolorée par elle-même avec des produits premier prix de supermarché ne sera probablement pas convié au prix de Diane pour son élégance. En langage Jones, Pierre Bénichou. La meuf qui se fout des produits à 3 balles sur les tifs pour faire genre teinture, ben celle-là, autant dire qu'elle s'approche pas du prix de Diane. Hein. Parce que là, ma cache rentrée, elle va gicler. Hein. C'est très bien. Je voudrais vous faire écouter Anaïs, que vous connaissez déjà. Pourquoi Anaïs? Pourquoi cette chanteuse? Parce que c'est très surprenant. Vous savez que le Figaro publie aujourd'hui la liste des chanteurs les mieux payés. Et Johnny Hallyday, vous le savez, est toujours en tête des chanteurs qui ont gagné le plus d'argent en 2006. Alors, bon, c'est pas très surprenant. Il a gagné combien? Alors, il a gagné 8,75 millions d'euros. Et Mylène Farmer est en 2, Diams en 3, Benabar en 4, Renaud en 5.
tout ça, c'est à peu près logique. On le savait. Olivia Ruiz, Yannick Noah, Mathieu Chédid, Marc Lavoine en 10, mais en 6e position. Donc quand même, juste derrière Johnny, Mylène Farmer, Diams, Benabar, Renaud et avant même Olivia Ruiz et Yannick Noah avec 1,5 million d'euros. Figure, on savait qu'elle avait eu du succès, mais pas à ce point-là. La chanteuse Anaïs, 30 ans, c'est qui fait un tabac sur scène. Alors faut quand même savoir qu'elle a effectivement vendu 271 000 CD de son album Cheap Show, mais en plus 11 000 DVD, ce qui est énorme pour un DVD de musique, donc, et surtout qu'elle multiplie les concerts et les scènes, plus de 200 concerts à travers la France, ce qui fait que cette chanteuse, Anaïs, est en 6e position des chanteurs qui ont remporté le plus d'argent. C'est que c'est drôle que vous parliez d'elle, parce que l'autre jour, j'étais dans un café, et puis je vois une petite jeune fille avec une capuche et tout, qui se précipite vers moi, et qui me dit, oh là là, je vous kiffe et tout ça, je connais tous vos spectacles. En langage littéraire, Non, mais elle me disait en langage de jeune, justement. Je vous adore, machin, etc., et tout. Une journée chez ma mère, elle connaissait je me suis beaucoup inspirée pour mon spectacle d'une journée chez ma mère, je fais plein de personnages et tout, comme vous. Je vous adore, je vous adore. Et puis, je dis, ah bon, bah, c'est gentil. Elle me dit, puis elle me regarde, me dit, vous voyez pas qui je suis? Alors j'ai dit, non. Elle me dit, quand même, c'est incroyable. Je viens de faire un succès pas possible. J'en ai vendu 400 000 exemplaires et tout. Super sympa, la fille. Et elle me dit, vous voyez toujours pas? Je dis non. Elle me dit, bon, je vais vous chanter un petit peu mon tube. Alors elle me fait là. Ah oui, oui, effectivement. C'est pour ça qu'elle en a vendu autant. Écoutez, comme ça, vous allez la connaître, 1,5 million d'euros. Et c'était elle. Et alors à un moment, elle me dit, mais vous me connaissez pas? J'ai dit, mais je m'appelle Anaïs. Putain, tout le monde me connaît. Et du coup, j'ai été acheter. Alors j'ai dit, écoute, je te promets, je vais aller acheter ton disque chez Virgin. Donc j'ai acheté le disque et le DVD, et j'ai découvert que c'est une fille extraordinaire. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Un mot sur votre candidat José Bové, puisqu'il semble prêt, hein, vous avez vu, j'ai un petit picotement dans le ventre qui me dit que si vous avez envie d'y aller, moi aussi j'ai envie d'y aller. Ça, il a dû trop bouffer chez McDo, c'est pas possible. Et c'est curieux quand même comme déclaration, quand même. J'ai un petit picotement dans le ventre. Là où il est étonnant quand même, José Bové, c'est qu'il dit tout et son contraire depuis des mois, parce qu'il dit, il faut qu'il y ait une candidature unique, il faut que, et puis finalement, il meurt d'envie d'être candidat à l'Élysée, quoi qu'il se passe, quoi. Il faut bien voir les choses comme ça, non, Pierre? Bien sûr. Moi, quand j'entends José Bové va être candidat, j'ai comme un petit picotement dans les mains, tu vois. Dans les mains ou dans le ventre? Non, mais en plus, ça, franchement, j'ai un picotement dans le ventre. Est-ce que ça se dit, ça? Mais j'étais dans une salle comme ça à Montreuil. Il n'y avait pas de scène, tout le monde était là. Ouais. Il parlait librement. Moi, j'ai beau aller à Montreuil pour dire, si on me dit tu veux un chocolat, je dis pas oui, j'ai un petit picotement dans le ventre. Je dis oui, je veux bien, ça me ferait plaisir. Simplement, comment on traduit en Jones? C'est pas des J'ai un discours. petit picotement dans le ventre. J'ai une gastro. Ouais. Tout simplement. C'était pas des discours, c'est du débat participatif, c'est très à la mode. On cause, on se parle, on échange. Michalak? J'ai l'impression, en tout cas, on peut leur reprocher idéologiquement tout ce qu'on veut à tous ces gens de gauche, d'extrême gauche, des partis altermondialistes, des partis écologistes et tout ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'ils sont animés peut-être par plus de sincérité que les autres. Oh, tu parles, il a l'air sincère, José Bové. Oui, moi je trouve qu'il a l'air sincère. Ah ouais, José très Bové, honnêtement, absolument. Et moi je trouve que je partage. Je le vois son bien à avis. l'Élysée avec son sac à dos et son sandwich. Non, mais même, je pense que c'est des gens qui ont un vrai combat et Mais qui écoute, sont. arrêtez, Mais José oui, j'y Bové. crois, oui. Il y en a un qui a bien, dont on a bien prouvé sinon le manque de sincérité, du moins le fait que c'était un type qui roulait pour lui surtout, c'est bien José Bové, enfin. Mais l'intérêt, c'est qu'il fasse avancer les idées, que médiatiquement il soit plus présent, un peu comme l'a été Hulot, et que ça fait avancer la cause de Hulot, l'écologie ça y est, c'est et la fait, prise hein. de Écoute, conscience. attends, excuse-moi, mais Nicolas Hulot nous l'a annoncé aujourd'hui, la chaîne Ushuaïa TV devient la chaîne parlementaire. Non, et puis attends, bien sûr que d'abord tout le monde roule pour soi, ça c'est sûr, mais de toute façon, tu peux pas nier que tous ces gens-là font des propositions extrêmement intéressantes. Et de toute façon, c'est quand même plus intéressant d'être José Bové que d'être Jean-Marie Le Pen. Donc Il est comme le général de Gaulle, il a trop d'ambition pour être arriviste. Je reviens à l'actualité météorologique, si vous voulez bien. Hein. On nous annonce du froid pour cette semaine. Et alors, en Floride, là, pour le coup, un vrai froid de canard. Je sais pas si vous avez vu ça dans France Soir. C'est assez amusant. L'expression un froid de canard n'a jamais été aussi vrai, nous dit France Soir. En effet, après avoir été abattu par un chasseur et avoir passé 2 jours au réfrigérateur, un canard a effrayé l'épouse du chasseur, qu'il a vu encore vivant en ouvrant la porte du frigo. Le canard était encore vivant. C'est un vieux sketch de Robert Lamoureux, mais là pour le coup c'est vrai. Elle ouvre le frigo et le
canard s'envole. Ce serait pas Ouais, il arrivé était aux pas époux mort. Courgeot, ça. Vous imaginez, après 3 semaines dans le congélateur, ils ouvrent le congélateur, les deux s'envolent. Maman! C'est fou quand même. C'est comme si t'achètes une cuisse de poulet, puis elle commence à marcher toute seule. Un peu de sport, si vous le voulez bien, parce que quand même, une aux Français, là, Amélie Mauresmo et Richard Gasquet, éliminés en 8e de finale. L'Open d'Australie se referme. Votre copine, là, Amélie Mauresmo, là, elle a pas bien joué. Vous pouvez pas dire le contraire, Bénichou. Oui, parce qu'aussi le terrain était peut-être pas aussi bon, un peu comme pour le Paris Saint-Germain, là. Elle a très 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 mal joué contre la 248e mondiale, enfin 70e. Moi, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir de rugby, de toute façon, sur les terrains de tennis, parce que ça abîme vachement. J'avais une autre question, alors plus sérieuse celle-là, et j'ai oublié de vous la poser en tout début d'émission. C'est qui a dit il y a quelques jours à peine, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Est-ce que c'était le médecin de l'abbé Pierre? Bah, quasiment. C'est Non. ça qui est fou. C'est Martin Hirsch, vous savez, le président d'Emmaüs France, qui a succédé au sein de la fondation Emmaüs à l'abbé Pierre. C'est d'ailleurs lui qui a annoncé le décès de l'abbé Pierre ce matin. Sauf que là, j'ai en main, je l'ai fait ressortir parce que je m'en souvenais très bien l'avoir lu. On est aujourd'hui le 22 janvier, donc c'est un journal qui date du 16 janvier. C'était donc il y a 6 jours seulement. Et il y avait effectivement dans le Parisien l'annonce de l'hospitalisation de l'abbé Pierre le 16 janvier dernier. Donc il y a 6 jours, on nous disait l'abbé Pierre, 94 ans, a été admis à l'hôpital du Val-de-Grâce. C'est Martin Hirsch, président d'Emmaüs France, qui a donné l'information. Il était prévu, dit Martin Hirsch à ce moment-là, il y a 6 jours, que l'abbé Pierre soit hospitalisé pour un bilan de santé, mais comme s'est rajouté une petite infection, nous avons préféré anticiper son hospitalisation, déclarait donc Martin Hirsch il y a 6 jours, et il se voulait rassurant et ajoutait « Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir ». Et la phrase m'avait effectivement un peu interpellé, parce que je disais quand même pas d'inquiétude à avoir à 94 ans quand tu es hospitalisé pour une infection. Il me semblait un peu optimiste, Martin Hirsch, non? Eh ben oui, mais on peut toujours se tromper, hein. Surtout quand c'est un symptôme, on peut se dire, Dieu est là, mais Dieu n'a pas voulu le garder. Ou plutôt l'a appelé tout de suite. Mais ce qu'il y a de plus triste, moi je trouve, pour être sérieux, une seconde, c'est que le jour de la mort de l'abbé Pierre, on retrouve un type mort dans les sous-sols de la Salpêtrière, de l'hôpital de la Salpêtrière, qui venait dormir près d'une chaudière. Il était mort depuis 2 jours, quand ses compagnons d'infortune, parce qu'il n'était pas le seul à se cacher dans le sous-sol de cet hôpital, pour trouver un peu de chaleur, pour pouvoir dormir, eh bien, ils l'ont découvert, il était mort depuis 2 jours quand ils l'ont découvert. C'est terrible. Et en même temps, on apprend aujourd'hui aussi, comme quoi le combat est de l'abbé Pierre et celui de Coluche, puisque Coluche avait fait les Restos du Cœur, n'est pas fini, et c'est bien triste, c'est que dans les Hauts-de-Seine, c'est-à-dire à Nanterre, c'est-à-dire le département de M. Sarkozy, quand même, un des endroits les plus riches de France, quand même, une région les plus riches de France, il y a un Resto du Cœur pour bébés. Il fait partie des 67 ou des 83 Restos du Cœur pour bébés qui existent en France. C'est-à-dire que même dans ces quartiers, il y a des bonnes femmes qui viennent, des dames qui viennent avec leurs enfants pour essayer de trouver un petit pot, un petit machin. Tellement la misère est grande. Donc c'est fou quand même la répartition des richesses. On a beau être de droite, de gauche, du centre, d'où on veut. C'est honteux, quoi. Et le SDF dont vous avez parlé, décédé effectivement dans les sous-sols d'un hôpital parisien, n'est pas le seul disparu ce week-end, puisque dans Libé aujourd'hui, on pouvait apprendre le décès de 2 SDF en Île-de-France, un effectivement dans ces sous-sols d'un hôpital parisien et un autre sur le quai de la gare de Gif-sur-Yvette dans l'Essonne. 2 SDF morts de froid, on imagine, samedi. Effectivement, on a ça dans la presse ce matin. Le même jour, on apprend le décès de l'abbé Pierre, comme quoi son combat effectivement était important et toujours d'actualité. Et d'ailleurs, dans un instant, dans quelques minutes, nous aurons au téléphone la présidente de la Fédération nationale des associations d'accueil de réinsertion sociale, Madame Nicole Maestracci, parce que justement dans Le Parisien, et les journaux évidemment ce matin n'avaient pas encore appris la nouvelle de la disparition de l'abbé Pierre, mais ce matin on nous donnait dans Le Parisien des nouvelles du campement au bord du canal Saint-Martin, parce qu'il y a encore sous les fameuses tentes prêtées par l'association Don Quichotte, il y a encore des mal logés qui y sont, et on est loin d'avoir trouvé toutes les solutions nécessaires pour les reloger. On en parlera dans un instant après avoir écouté Sandy Tom, I Wish I Was a Punker Rock. C'est une découverte
découverte il y a quelques mois sur Internet, puisque maintenant, vous savez, c'est tout le débat au Midem en ce moment où on discute beaucoup du disque et de tout ce qu'il y a autour et effectivement de la révolution Internet. Il y a quelques mois, on a découvert Sandy Tom. Ce disque a fait un carton en Angleterre et cette chanson, I Wish I Was a Punk Rock, est une chanson interprétée par cette jeune femme qui s'appelle Sandy Tom et elle est ce soir à Paris à la Maroquinerie. On va se gêner, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Mustapha El Atrassi. Et au téléphone, Madame Nicole Maestracci, présidente de la FNARS, Fédération Nationale des Associations d'Accueil de Réinsertion Sociale. Vous êtes interrogée ce matin dans le Parisien. On parle effectivement des conditions de logement, des campements qui continuent à être présents au bord du canal Saint-Martin, malgré évidemment les annonces gouvernementales, car il faut du temps pour reloger tout le monde. C'est bien ça, Madame Maestracci, bonjour. Oui, bonjour. Oui, il faut beaucoup de temps. Sur le canal Saint-Martin, il y avait à peu près 280 personnes et des personnes qui avaient des problèmes de logement, mais qui avaient aussi bien d'autres problèmes. Donc on ne règle pas leur situation en un jour. Il y en a une quarantaine qui sont partis pour l'instant, qui ont été relogés. Il y en a un peu plus. Si vous voulez, on a sur les 280, d'abord on a mobilisé 70 travailleurs sociaux qui les ont vus pendant 8 jours et qui ont fait un bilan de leur situation. Et puis on a proposé des solutions qui sont pour certains des solutions de logement, c'est-à-dire pour des gens qui peuvent ou qui veulent avoir un logement, et puis des solutions aussi d'hébergement, ce qu'on appelle d'hébergement d'insertion, c'est-à-dire c'est des logements autonomes mais avec un accompagnement social très important. On a proposé aussi des appartements thérapeutiques pour des gens qui ont des problèmes de santé. Donc sur les 280, il y en a à peu près 210 pour lesquels on a proposé des solutions. Mais déjà le camp s'est considérablement réduit. Beaucoup de personnes sont parties soit directement dans un logement ou dans un centre d'hébergement, soit à l'hôtel en attendant, mais en tous les cas avec eux nous avons signé un engagement, c'est-à-dire un engagement de les suivre dans la durée. Nous ne voulons plus de solutions d'urgence provisoire, transitoire, etc. Nous voulons vraiment nous engager avec ces personnes dans la durée. Une question à vous poser, parce que ce matin, effectivement, en Parisien, sous la plume de Violette Lazare, qui fait le point sur la situation et qui, à ce moment-là, ignorait le décès annoncé depuis ce matin de l'abbé Pierre, on nous explique que, effectivement, à certains travailleurs sociaux, on a proposé, dans l'attente d'un vrai logement, une chambre d'hôtel. Et il y a dans l'attente. Bah, effectivement, dans l'attente d'un vrai logement, il reste dans l'attente parce qu'il y a un SDF qui dit, moi, sous ma tente, j'ai la pression d'avoir un chez moi. La FNARS m'a proposé une chambre d'hôtel, mais je n'en peux plus des solutions temporaires. Oui. Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas un vrai chez moi, et tant pis pour le froid, j'ai l'habitude. Non, mais c'est vrai qu'il y a forcément une certaine méfiance. Mais lorsque nous avons proposé des chambres d'hôtel, aujourd'hui, nous n'avons proposé des chambres d'hôtel qu'aux personnes pour lesquelles nous pouvions proposer après une solution durable, c'est-à-dire que bien souvent, bon, on a un logement qui est identifié, mais le logement, il faut y faire des travaux, il n'est pas libre immédiatement, donc on a proposé des chambres d'hôtel qui vont durer 15 jours, un mois. Et nous avons signé un engagement, c'est-à-dire dans l'engagement, il y a une chambre d'hôtel provisoire et ensuite tel logement ou telle solution d'hébergement. On dit que beaucoup de SDF ont un grand nombre ont des vrais problèmes psychiatriques. Et d'abord, est-ce que c'est vrai? Et deuxièmement, comment on fait dans ces cas-là? Parce que là, il suffit pas que de les reloger. Il y a une vraie prise en charge médicale à faire. Oui, c'est vrai. Les personnes sans domicile fixe, on a une seule étude qui a été faite il y a quelques années sur les SDF parisiennes qui montre que environ 40% ont des problèmes psychiatriques qui sont plus ou moins graves, et sans qu'on sache exactement quelle est la cause et quelle est la conséquence, c'est-à-dire s'ils sont à la rue parce qu'ils ont des problèmes psychiatriques ou si la rue a aggravé leurs problèmes psychiatriques. Puis on a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'addiction, en particulier des problèmes d'alcool. C'est pour ça que ces personnes-là, on ne leur a pas proposé un logement d'emblée, on leur a proposé plutôt un hébergement en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, c'est-à-dire un lieu qui peut être une chambre individuelle, mais aussi avec un accompagnement social d'indicateur, une possibilité de prise en charge psychiatrique, une possibilité de prise en charge sanitaire. La prise en charge psychiatrique, il est évident que c'est un besoin. Alors elle se heurte dans notre pays à quand même un déficit du nombre des psychiatres. Il y a 800 postes de psychiatres vacants, et c'est vrai que la psychiatrie publique ne répond pas encore tout à fait aux besoins. Mais Pierre Bénichou. Ce que l'abbé Pierre disait lui-même, et c'est pas un reproche à faire à sa mémoire encore toute chaude, c'est de dire que c'est un échec tout ça.
c'est un échec puisque ça continue. C'est très bien et c'est formidable. Il faut vénérer ces gens qui ont donné toute leur vie, tous leurs efforts pour venir en aide aux malheureux. Mais ce n'est pas une solution à long terme. Quand les pouvoirs publics vont-ils prendre ça en main? Si les pouvoirs publics doivent venir en aide à quelqu'un, c'est bien cela. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Est-ce que vous avez un lobbying assez fort? L'abbé Pierre Touve, célèbre qu'il était, le Français le plus célèbre qui soit, n'a pas pu faire que les politiques prennent ça vraiment en main. Alors, est-ce que vous avez de l'espoir maintenant? Sans doute. Enfin, l'espoir, on en a toujours nécessairement, mais je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on ne peut pas rester dans le compassionnel et l'humanitaire. Le problème de notre pays, c'est que il y a un consensus sur l'humanitaire, le compassionnel. On trouve très bien que les gens ne dorment pas dehors. On trouve très bien les restos du cœur, les banques alimentaires, etc. Mais lorsque on doit s'engager sur une vraie politique publique, c'est-à-dire quand on dit pour ces personnes-là, il faut qu'on s'en occupe dans la durée avec des psychiatres, des éducateurs, des travailleurs sociaux, etc. Là, il n'y a pas de consensus. Donc nous, notre demande de la FNARS, c'est pas du tout qu'on traite cette question sous un mode compassionnel, mais que ça devienne une vraie politique publique. On n'en est pas encore tout à fait Jérôme là. Bonaldi. C'est-à-dire qu'en gros, très concrètement, qu'on construise rapido, ça sera pas du jour au lendemain, les 800 000 logements qui manquent. Oui, les 800 000 logements qui manquent, mais aussi qu'on assure de l'accompagnement social aux gens dont on voit bien qu'ils n'ont pas seulement besoin d'un logement, mais aussi besoin d'une prise en charge. On va vous remercier Madame Nicole Maestracci, présidente de la FNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil de réinsertion sociale. Vous l'aviez évidemment rencontré, vous, l'abbé Pierre? Oui, j'avais rencontré l'abbé Pierre à quelques reprises. Son rôle, par exemple, au Canal Saint-Martin, il n'avait évidemment jamais pu passer. Il était déjà assez malade quand l'affaire du Canal Saint-Martin est survenue. Donc, mais je crois que ça reste un personnage important pour toutes les associations qui travaillent dans ce secteur. Et puis en même temps, on voit bien les limites d'une action qui se fonde sur la prise en charge humanitaire et la prise en charge compassionnelle. On vous remercie pour votre témoignage. Un disque maintenant, un disque qui a bien marché en 2006 puisqu'on a tous les résultats grâce au Midem et le Figaro fait un numéro spécial aujourd'hui. Et parmi les disques qui se sont le mieux vendus l'an dernier, celui de Laurent Voulzy, la fameuse 7e vague où il faisait des tas de reprises, dont cette reprise de Simon Garfunkel avec Alain Souchon. On va se gêner avec Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou et Christine O'Krent. Bonjour Christine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors bonjour. Vous aussi Christine, vous avez envie évidemment de dire un mot avant qu'on parle politique, mais c'est aussi de la politique, un mot sur la disparition de l'abbé Pierre. Écoutez, il doit se marrer l'abbé. Parce que tout le monde a rencontré l'abbé Pierre et c'est ce qui fait son extraordinaire présence parmi nous. Mais je trouve que ce qu'on n'a pas assez dit, c'est que c'était aussi un homme qui aimait rire. Alors il riait à sa façon. Moi, j'ai eu la chance de le voir assez souvent. Alors il appelait à la maison toujours d'une voix mourante, cassée. Donc dès qu'il disait bonjour, je savais évidemment que c'était lui. Et alors, il avait cette manière extraordinairement intime et gaie parce qu'il aimait la vie et il aimait les gens, de s'intéresser à tout ce qui bougeait. Il était très politique, en fait. Et c'est pour ça que, voilà, je crois qu'il faut aussi se souvenir de lui dans ce rôle-là. Je me souviens en particulier d'un dîner à la maison avec Sœur Emmanuelle, où ce fut un assaut de taquinerie et de moquerie entre ces deux immenses stars du bon Dieu. Je veux dire, on ne peut pas imaginer, pour nous autres, ici en France, deux personnages qui incarnent mieux la générosité, la bonté et l'aspiration à se rapprocher de Dieu quand on y croit. Et alors, ils étaient là, comment vous dire, comme deux chroniqueurs de Ruquier. Voilà, ils étaient comme deux stars sur la même scène, quoi, qui se chipotaient. C'était très rigolo. Et je crois qu'il faut aussi rendre hommage à l'abbé en se souvenant de son humour et de cet éclat dans ses yeux. Voilà. Alors on va revenir à la politique politicienne avec des tas de petites phrases et des tas de choses qui se sont passées ce week-end. Des tas de choses. Et puis ce matin, bien évidemment, Nicolas Hulot qui a pris la décision qu'on attendait. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que cela va provoquer dans la planète verte. Mais la petite phrase la plus rigolote, à mon avis,
de ces derniers jours, c'est José Bové. Ah oui, alors on en a Parce parlé que, tout à l'heure, c'est le fameux picotement du ventre. Ah, les picotements dans le ventre. Alors ça, c'est quand même la première... Vous savez, la plupart du temps, les messieurs les mieux intentionnés ne situent pas là, ils n'ont pas la franchise de situer là leur envie de réussir en politique. Et bien lui, il le dit. C'est déjà ça. Il y a eu pas mal de petites phrases intéressantes. Est-ce que vous avez vu aussi celle de Philippe de Villiers qui a cité un proverbe thaïlandais? Dis-moi ce que tu as fait chez toi, je te dirai ce que tu peux faire pour moi. Et il faisait référence évidemment à son travail en Vendée qu'il estimait pouvoir rendre plus général au niveau national, évidemment. Oui, je trouve bizarre que Philippe de Villiers doive chercher à l'étranger, chez des Asiatiques, des gens qui ne sont pas en quelque sorte bien de chez nous, un proverbe aussi, peut-être qu'il sortait aussi banal. Un salon de massage thaïlandais, allez savoir. Je sais pas exactement, mais c'est non, mais c'est peut-être aussi qu'il a pris la devise de tous ces pays d'Extrême-Orient qui exportent beaucoup, quoi. Et dont la devise est Vendée. C'est pour ça qu'il a... Il y a la phrase de Jack Lang aussi qui est intéressante. Ah oui, dans Papaoutage. Ah oui, ça c'est pas mal, je trouve. Va-t-on continuer à se laisser empapaouter par Monsieur Sarkozy? Non, ce qui est intéressant dans la sortie de Jack Lang contre Sarkozy, c'est que bien évidemment, Lang épouse, si j'ose dire, le changement de tactique de Ségolène Royal que l'on voit partout depuis quelques jours. Alors oui, racontez-moi ce changement de tactique. Effectivement, on a vu déjà qu'elle était dans le Nord de plus en plus proche, c'est peut-être le contraire d'ailleurs de Martine Aubry. Martine Aubry de plus en plus proche de Ségolène Royal. Et puis... Oui, et d'ailleurs, vous avez vu que cette proximité l'a troublée au point qu'elle a parlé du 11 septembre. Oui, au lieu du 11 février, puisque c'est effectivement le 11 février que se termineront, je crois, les débats participateurs. J'arrive pas à le dire, je sais pas comment elle fait à chaque fois. Bah, elle n'y arrive pas non plus d'ailleurs. Et elle a dit donc, ça se terminera le 11 septembre prochain au lieu du 11 février. Oui, donc ça c'est bon, c'est un lapsus que l'émotion ou la fatigue doivent probablement expliquer. Non, mais bien évidemment, pour essayer de contrer la montée en puissance de Sarkozy, qui a incontestablement réussi son entrée en campagne et un très beau discours, on a vu côté socialiste, pour le moins, du flottement et même quelques gros grincements. Alors, ce qui est très spectaculaire, c'est qu'en principe, Ségolène, à l'heure où nous parlons, est en train de se réinstaller symboliquement rue de Solferino, au siège du Parti socialiste, pour bien signifier que désormais, sa campagne fait entièrement partie de la campagne socialiste, et donc le QG qu'elle avait pris, boulevard Saint-Germain, paraît-il, ne serait plus qu'une antenne. Donc c'est à partir de la rue de Solferino que désormais la candidate socialiste va agir, et puis elle est partout, elle est dans toutes les radios, les télés, pour essayer d'exprimer avec la force de conviction qui est la sienne, cet ordre juste dont elle veut à son tour nous convaincre. Encore deux petites infos, moi, qui m'ont intéressé aujourd'hui, et là c'est dans le JDD que j'ai vu cette info hier, et personne n'est revenu depuis là-dessus. Alors peut-être vous avez plus de détails. Dominique de Villepin, c'est à peu près sûr, serait en train de négocier avec Nicolas Sarkozy une candidature pour la mairie de Paris. C'est-à-dire que ça y est, il aurait trouvé enfin ce qu'il veut faire, parce que effectivement, pour la présidentielle, ça semble cuit pour lui. Alors Villepin, maire de Paris, contre Delanoë aux prochaines municipales? Ben écoutez, ça va être rigolo, parce que qu'est-ce qu'il va nous proposer, d'inverser tous les sens uniques, ou de détruire les couloirs de bus, ou de les faire rouler dans l'autre sens? Au moins, ça ferait souffler un grand vent de lyrisme et de l'histoire sur notre ville capitale. Et puis on va quitter la France pour les États-Unis, puisque vous aviez consacré un livre entier à Hillary Clinton, qui ça y est candidate. J'en suis et j'y vais pour gagner. On évoquait cette phrase tout à l'heure. Alors il paraît qu'elle est quand même détestée par une partie de la droite et pas très aimée non plus par, on va dire, la base démocrate. Quand je dis la droite, c'est les conservateurs américains et évidemment la gauche, les démocrates. Alors comment elle peut faire au milieu de tout ça? Ben écoutez, c'est ce qu'on a dit à chaque fois qu'elle s'est présentée, et à chaque fois elle a été élue beaucoup mieux qu'on ne le pensait. Donc il est vrai que c'est un personnage qui cristallise et polarise, comme on dit, énormément de passions, tantôt négatives, mais tantôt positives aussi. Son principal problème, mais ça c'est vrai de toute la classe politique américaine à quelques rares exceptions, c'est bien évidemment son soutien à la guerre en Irak au départ. Ensuite elle l'a critiqué, mais au départ elle l'a voté, alors que le jeune sénateur noir Obama, lui, dès le début, direct, était contre cette guerre. Et donc ça lui fournit un argument de choc. Voilà. Pierre. Alors moi qui suis un de vos bons lecteurs, ma chère Christine, ah ben j'espère, mon cher Pierre, que vous avez consacré à Hillary Clinton ne m'avait pas échappé, mais vous racontiez surtout comment elle avait fait la carrière, non pas la sienne encore, mais celle de son mari. Elle connaît bien la manière
pour devenir un présidentiable. Oui, mais Bill Clinton va aussi extraordinairement l'aider parce que Et amener l'argent, les sponsors, les mécènes. Il est très oui, populaire. mais alors là, ce qui est très intéressant, c'est que dans la lutte avec Obama, vous voyez maintenant des gens comme Steven Spielberg ou George Soros, qui est un milliardaire américain qui dépense beaucoup d'argent pour ce qu'il considère lui comme de bonnes causes, décide de financer désormais non pas Hillary, mais le jeune sénateur noir. Jusque-là, mais le jeune sénateur noir. Donc, il faut bien voir que la manière dont Hillary a déclaré sa candidature il y a 2 jours, c'est aussi pour contrer l'ascension de ce Barack Obama au sein du Parti démocrate. Elle l'a annoncé sur Internet, ça c'est intéressant à signaler parce qu'on voit bien que maintenant Internet, aussi bien en France qu'aux États-Unis, c'est le moyen de communication le plus direct. Et chose étonnante aussi, il y a un petit côté Ségolène Royal, ou c'est peut-être Ségolène Royal qui a piqué ça à Hillary Clinton, j'en sais rien. Il y a le côté participatif. Elle va mener une conversation avec le peuple américain, dit-elle. Oui, mais ça, vous savez, tout le monde dit ça maintenant. Tout le monde le dit. Michelle Bachelet, au Chili, avait été parmi les femmes qui ont réussi à se faire élire, la première à dire ça. Moi, je parle aux gens et je les écoute. Alors, on se dit qu'en gros, c'est ce en quoi consiste ou devrait consister la politique depuis l'origine des temps. Mais il est certain que la technologie, l'électronique, Internet et tout ça donne aujourd'hui des moyens de communication et exige surtout cet échange qui auparavant était très éloigné des élites politiques. Un dernier mot de Vous ne trouvez pas que, justement, en Amérique, où le combat des femmes a été beaucoup plus fort qu'en France, on pourrait penser que ça serait bien qu'il y ait une femme en France comme présidente, un noir aux États-Unis et un juif en Irak. Voilà ce qui serait bien. Allez, on s'arrête là-dessus. On vous dit à lundi prochain, Christine. Au revoir. On va se gêner avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors là, vous nous faites un Renault contre Renault, c'est le fameux docteur Renault contre Mister Renard. Et justement, cette chanson fait partie des deux que vous allez comparer. Vous savez que Les Bobos a bien marché, c'est sorti en 2006, c'est très récent. Eh bien, le schéma de cette chanson, c'est-à-dire la structure mélodique, la découpe, même l'introduction à la guitare saturée des deux chansons, elles sont similaires avec donc le Dr Renault, Mister Renard. Ouais, ce qui compte avec Renault, c'est surtout les paroles. C'est vrai que les mélodies sont souvent, pas toujours. Exactement. Il y a des mélodies très originales et très intéressantes, mais c'est quand même assez similaire finalement. Oui, c'est ça. Les petites faiblesses du compositeur n'enlèvent rien à l'estime qu'on a pour l'auteur. Dr Renault, Mister Renard comparé au... Dans les beaux quartiers ou en banlieue, mais dans un loft Ikea. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Il regarde surtout Arte et de temps en temps un petit porno. Dr Renaud, Mister... C'est gagné, hein, effectivement. Oui, bravo Serge. C'est drôle, hein. Les chansons se ressemblent vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors C'est extraordinaire, on voit même pas le passage d'une chanson à l'autre. On croit que c'est la même. Ouais, c'est curieux. On va en tout cas écouter votre chanson flash, cher Serge, et vous aussi, vous avez décidé de mettre en chanson votre hommage à l'abbé Pierre. Oui, c'est ça, et j'ai repris une musique de Claude Nougaro. Au garde à vous, immobile, quelques-uns verseront des larmes de crocodile, le temps d'une brève oraison. On a l'impression que la terre ne tourne pas bien rond. La mort emporte l'abbé Pierre et oublie Maurice Papon. Il y a 60 ans, camarade, l'État lui avait promis d'aider les sans-logis. 60 ans qu'on le balade, qu'on le mène en bateau, et le bateau prend l'eau. Bidon, bidon, y a toujours des gens dans la panade. Bidon, bidon, des élus qui nous passent la pommade. Bidon, bidon, des SDF en ras de mascarade. Joli hommage. Merci Serge.
On se retrouve Merci. demain à la même heure. À demain, bien sûr. Jérôme Bonaldi, vous nous avez amené un nouvel emballage pour le sucre en poudre, et ça, je suis sûr que ça va tous nous intéresser. Mais non, mais ça intéresse tout le monde parle du sucre en poudre. Le sucre en poudre, c'est vieux comme le monde. L'emballage du sucre en poudre n'avait pas bougé. Et là, il y a des nouveaux emballages. Mais oui. Il y arrive, hein. Mais attendez, avant, on l'ouvrait, c'était un papier, un sac en papier. Ah ouais. Dans les maisons humides, ça devenait Oh, mais un bloc de sucre. avant. Voilà. Vous avez en tête les briques en tétrapac dans le genre jus de bah, c'est fruits. comme- j'ai que ça en tête, Et ben moi, les briques maintenant, en on a mis le, Tetra attendez, on met le sucre en poudre là-dedans. Ça apporte quoi? C'est C'est solide. comme le jus d'orange qu'on boit le matin, en fait. Voilà. 1, c'est solide. 2, ça prend moins de place dans le placard et ça se tient droit parce que il y a un fond plat. 3, avec le bouchon hermétique, il est évident qu'il n'y aura pas d'humidité à l'intérieur. Ça, c'est celui qui avait fait ça il y a un an. Du coup, les deux autres, morts de rage parce qu'ils piquaient les packs de marché. Et c'est là où on voit le génie inventif, la faculté d'innovation des gens du marketing, les capacités créatrices. Oui, Jérôme. Les oui. emballeurs, la propension à améliorer l'ordinaire des gens est arrivée Béguincet, qui lui a dit... Oui, il est fort, il est fort. Béguincet. Béguin, c'est le concurrent de Saint-Louis. Ah, on dirait Oui, une compote. c'est le concurrent qui est arrivé avec le Doypack. Le Doypack, Le quoi ça s'appelle le Doypack. Mais enfin, vous lisez pas Emballage Magazine. Si, moi je lis Emballage Magazine, mais j'ai pas emballé une fille de plus depuis que je le lis. Hein. Le Doypack, c'est les petites gourdes. Je sais pas si vous voyez, c'est Oui, un c'est comme les plastique compotes. souple. Tu Voilà. connais pas les petites Avec gourdes, le- toi Non. Hein Il y a ta photo en couverture. Non, je connais pas les petites, je connais les gros cons. en revanche. Avec un Doypack assez pratique, avec sur le petit bouchon. Vous savez, on vend des compotes comme ça pour les enfants. Merde! Se dit à ce moment-là le troisième larron, Daddy Suc. Non, Que c'est faire pas vrai. Alors, eux, Et ils alors font qu'il y en a quoi un troisième. Oui, Et alors Daddy Suc. Daddy Suc, qu'est-ce Daddy qu'il Suc fait fait encore mieux. Il fait un Doypack qui tient ce qui est solide, qui fait peu de déchets, qui est hermétique et qui en plus est transparent. Et C'est donc, pas vrai. On voit le sucre à l'intérieur C'est pas et vrai. on voit combien il en reste. Non, c'est formidable, c'est merveilleux. Ah, c'est beau. Moi je dis c'est extraordinaire, on J'ai vit un dans un autre monde exemple. merveilleux. J'ai un autre exemple. Oui, Jérôme. Prenons le sac poubelle. Oh oui, le sac. Ah oui, s'il te plaît, Jérôme, le sac poubelle. Et là, les gens se disent, mais là aussi, on commence peut à sucrer innover. les fraises, surtout. Et là aussi, on peut changer le monde. Mais c'est On peut merveilleux. améliorer l'ordinaire. C'est Oui, formidable. on peut créer des nouvelles choses. Et j'ai dans l'ordre d'apparition à l'antenne par ordre chronologique. Et c'est D'abord, Martin Luther King quand il parle, je te jure. le premier sac biodégradable. Bah, imaginez, vous êtes écolo, vous avez mis un petit sac spécialement pour le compostable. Oui, mais vous allez le mettre dans un sac plastique qui n'est pas compostable. C'est ridicule. Heureusement, il est arrivé. Pas de ça un chez nous, pack Jérôme. Avec le sac poubelle 100% biodégradable, spécial pour tout ce qui On est... n'a pas à le sortir, alors il se dégrade dans la poubelle tout seul? Non, après tu vas le mettre dans ton jardin, par exemple, ou bien dans le compostable si tu as du tri sélectif dans ta commune. Oui, mais Et hop, Jérôme, si je puis me permettre, c'est un petit peu J'habite une con. petite commune, moi, c'est Paris, hein. Parce que si vous enterrez vos sacs poubelles dans votre jardin, effectivement, la bonne idée, c'est que votre sac poubelle va se décomposer, mais pas les merdes que vous avez mis ah ben, dedans. tu auras mis spécialement des merdes compostables dedans. Voilà. Oh là Et là. alors pour les merdes non compostables et qui puent. Ah à ce oui, moment-là ah est arrivé. oui. Attendez. Comment on fait là Le alors handy bag parfumé. Sentez-moi ce sac plastique. Ah. Alors ça, en général, je ça n'ai rien. sent bon le citron. Ah il oui. est parfumé. Oui, mais ça, c'est Il est dégueulasse. parfumé, c'est sympa, mais ça ne fait que masquer Oui, l'odeur. mais tu te rends compte le Non, mais prix ça, de tout ça. En plus, il faut s'acheter un jardin parce que c'est biodégradable et tout. Non, ça, Moi, c'est je- pour- ça, moi, c'est pour pour les faire des poubelles. économies, aller habiter dans un palace. Hein, moi. Ça, c'est pour les poubelles. Alors, c'est bien le sac qui sent le citron, mais ça ne fait que masquer l'odeur. L'idéal eût été de capter les odeurs. Eh bien, c'est fait. Voici Handy Bag, stop odeur, ultra résistant. Le truc qui a un petit patch à l'intérieur, qui est collé dans l'intérieur du sac, qui va absorber les odeurs. Ah oui, comme une espèce d'œuf miracle qu'on met dans le frigo. Exactement la Oh, même chose. c'est merveilleux, C'est un truc Jérôme. magique. Vous mettez des trucs qui puent, enfin qui sentent mauvais. Hop, ça ne sent plus mauvais dans votre poubelle. Elle est pas belle la Vous vie. voulez pas le mâcher un peu? On se retrouve après la pub. Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Il est temps de revenir sur les 16e de finale de la Coupe de France. On a vu des tas de matchs pendant le week-end et effectivement parmi tous ces matchs, le fameux Paris Saint-Germain-Gueugnon. 1-0, c'est pas terrible parce qu'il faut quand même savoir que Gueugnon est en deuxième division, en Ligue 2 comme on dit aujourd'hui. Le match était, moi je l'ai regardé, le match était pas passionnant, C'était ennuyeux. passionnant pour ne pas dire ennuyeux effectivement, mais bon, les hommes du nouvel entraîneur Paul Le Guen ont quand même réussi à se qualifier. C'est quand même pas une mince affaire, faut quand même trouver une équipe comme Gueugnon pour que le Paris Saint-Germain arrive enfin à l'emporter. C'est quand même un peu terrible. Le commentateur sur Europe disait hier soir, je m'ennuie. La question qu'on peut se poser, c'est
Comment trouver maintenant des équipes qui vont faire gagner le Paris Saint-Germain? Contre qui faire jouer le PSG? C'est ça la question à venir. Ça nous permet d'avoir un véritable top 5, Michalak, Mustapha. Le top 5 des clubs que peut encore battre le Paris Saint-Germain. Enfin, peut-être. Allez, c'est parti, on y va. Alors, numéro 5. Le FC Saint-Laurent en Gâtine, une ville rendue célèbre par sa magnifique salle des fêtes. Et les salles des fêtes, au PSG, on s'y connaît. Numéro 4. Le FC Canal Saint-Martin. C'est pas qu'ils jouent mal, mais une fois dans les vestiaires, on n'arrive plus à les faire sortir. Numéro 3. Le Racing de Gravon-les-Coteaux. Là, les Parisiens ont toutes leurs chances. En même temps, c'est normal, il n'y a pas d'équipe. Numéro 2. Une équipe que peut facilement vaincre Paris, c'est bien sûr Marseille. Attends, mais Marseille, t'es ouf ou quoi? C'est pas possible, ils sont trop forts à Marseille. Non, contre les poussins. Ah oui, ok, d'accord. Et enfin, numéro 1. Le FC Phnom Penh au Cambodge, une équipe facile à battre, puisque les joueurs n'ont plus de jambes. Ah, ils vont être contents, les supporters du Paris Saint-Germain. Marseille, ils se sont qualifiés, Pierre, hein? Ah oui, Marseille, ils ont fait un match superbe. Et c'est formidable parce que l'autre jour, j'écoutais sur Europe, justement, j'écoutais Giroud, et on lui disait, vous croyez pas que tous ces, ils vont avoir du mal à se mettre ensemble, Cissé et Ribéry, tout ça, ça va être, il faudrait leur donner, il dit, mais 2 types de cette classe, au premier match, à la première passe, ils vont jouer ensemble. Et c'est ce qui s'était passé. Et donc, Giroud, voilà un mec que je veux, moi, sélectionneur de l'équipe de France. Vous étiez à Marseille ce week-end? week-end? À Marseille, ouais, c'était super. Tout le monde adore le foot là-bas et on m'a raconté une blague assez drôle. Allez-y. J'ai envie de vous raconter. C'est un Marseillais qui apprend que Claudia Schiffer arrive à Marseille pour faire de la promo, tout ça. Et il est très très fan d'elle. Donc tous les jours, il lui envoie une lettre avec des fleurs, des chocolats, tout ça. Il lui dit, je vous adore, mademoiselle, tout ça. Elle lui répond jamais. Elle reste 10 jours à Marseille, elle ne lui répond pas. Et le dernier jour, elle le rappelle quand même. Elle lui dit, écoutez, j'ai lu vos lettres de fan. Vraiment, c'est gentil. Si je peux faire quelque chose pour vous avant de partir, vraiment, je le fais. Il a dit, écoutez, je sais que vous partez demain. Je vais venir avec mes potes à l'aéroport. Et si vous pouvez dire à un moment donné, au revoir Jean-Louis, je trouve ça super. Donc elle dit, ok, pas de problème. Donc il y va le lendemain avec tous ses potes comme ça. Elle monte dans l'avion et juste avant de repartir, elle redescend. Elle fait, au revoir Jean-Louis. Lui, il la regarde, il fait, ah, ça va, casse-toi. C'est une histoire vraie, vous savez. Hein. C'est vrai. On l'a raconté sur Frank Sinatra il y a je ne sais pas combien d'années, effectivement, où un type dans un restaurant faisait la même chose et Sinatra, avant de se lève de la table et avant de partir du restaurant, dit effectivement au fameux type qui avait fait à peu près le même gringue qu'à Claudia Schiffer, lui dit salut Joe, il fait arrête, me dérange pas, je suis à table avec des amis. Mais il paraît que c'était vrai. Alors est-ce que c'est une histoire vraie ou inventée? C'est une histoire qui est arrivée à Onassis. À Onassis, ça va, voyez. À Onassis, la même chose, je vous en fais grâce. Dans le hall d'un hôtel, il dit, je fais l'affaire de ma vie, quand vous passez, vous dites bonjour. Onassis, gentil, se renseigne sur le nom du type, et va et lui dit, bonjour, Jean-Jacques. Il dit, tu vois que je suis en affaires, Aristote. C'est la même chose. Alors, mais Mustapha est jeune, il connaît pas tout ça. Je découvre tout On ça. lui raconte une blague à Marseille qui est quand même à 50 ans de barbe. Et il croit qu'elle vient d'arriver. Et celle qu'on racontait sur Sinatra, qui arrive, il y a un avion qui arrive à Roissy, et un type descend, avec un petit chapeau comme ça, et il y a immédiatement 2 gorilles qui viennent vers lui et qui disent Monsieur Sinatra, la limousine est prête. Alors il dit c'est très gentil, mais je ne suis pas Frank Sinatra. Oui, ils le prennent pratiquement de force, ils le mettent dans la limousine, et ils mettent les valises, et il y a un mec à côté de lui qui lui dit Monsieur Sinatra, on vous amène tout de suite au Ritz. Alors il dit, mais je ne suis pas Frank Sinatra. Et tout d'un coup, il arrive dans Paris, il commence à avoir peur, il dit, mais foutez-moi la paix, je ne suis pas Frank Sinatra. Oh, ça va. Ils le mettent de force dans le hall du Ritz. Là, le type est complètement perdu. Il dit, mais je ne suis pas... On le monte au 7e étage. Il a une suite formidable et il y a 12 gonzesses pratiquement à poil. Il dit, mais je ne suis pas Strangers in the Night. Un peu de musique avec Amel Bent et sa fameuse philosophie. Peut-être qu'on parlera d'Amel Bent avec Virginie de Closade dans un instant, puisqu'elle vient nous faire la petite revue de presse des magazines People qui sortent aujourd'hui lundi. Et Amel Bent, hélas peut-être pour elle, fait partie des potins du jour. Amel Bent. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Virginie de Closade, qui nous a rejoint, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha, Jérôme Bonaldi. Oui, Virginie, vous nous avez rejoint avec tous les magazines. Le lundi, c'est un caddie qu'il faut pour acheter les magazines People maintenant. Oui, le lundi, c'est bonjour, je m'éclate. C'est vrai alors, Amel Bent, ce qu'on raconte sur elle? Il semblerait, oui, que Amel Bent et Edouard Baird soient très très proches. En tout cas, il y a des photos d'eux sortant d'un restaurant
hôtel parisien très huppé, le Coste, et elle aurait crié dans la rue « Je l'aime ». L'hôtel ou le mec? Ah mais attendez, tout le monde a pensé que c'était Édouard Baird, mais peut-être s'agissait-il de l'hôtel Coste. On sait si elle sortait du restaurant ou si elle sortait de l'hôtel. Et c'est ça le drame, quand tu vas dans un restaurant-hôtel, on croit toujours que t'étais à l'hôtel. Vous avez raison, faut jamais aller bouffer dans un hôtel, autrement tout le monde raconte n'importe quoi sur vous. Il y a un mariage aussi, je sais pas si vous avez vu ce matin, je l'annonce parce que Cécile de Ménibus, vous savez, là, compare ses collègues de Coé, hein, vous avez vu ça? Ouais, alors elle est censée épouser son rugbyman. Dans quelques Comment mois. ça, son rugbyman? Elle a un rugbyman à elle. Bah, c'est le sien, là, en tout cas, qu'elle présente dans Voici. Elle fait des essais avec les rugbymen. Et puis, il y en a beaucoup qui la plaquent, évidemment. Et donc... bon, ça se termine toujours entre les poteaux. Mais là, on nous annonce quand même le mariage pour juillet. Hein. Oui, bon, sauf que les supporters de Toulon, puisque c'est un rugbyman de Toulon, sont pas contents parce qu'il paraît qu'ils jouent moins bien depuis et qu'ils sont Oui, elle se fait siffler quand elle vient dans le stade. Vous savez ce que dit Cécile de Minibus après avoir fait l'amour? Non. Alors comme ça, vous êtes tous dans la même équipe? Ça c'est dégueulasse. Des nouvelles de Britney Spears. Ah oui, alors Britney c'est ma préférée parce que vraiment de semaine en semaine son état se détériore. Là, elle a trouvé un nouveau petit amoureux qui s'appelle Chris quelque chose, enfin un mec dont on n'a pas besoin de retenir le nom un nom parce français. que la semaine prochaine ce sera plus lui. Elle a fait la tournée des Grands Ducs avec lui et pour fêter le retour dans la voiture, alors qu'il l'a ramené délicatement chez elle, elle lui a vomi dessus. La classe. Encore. Mais et elle fait ça, que c'est ça, quand même- elle. Bah, en même temps, elle fait que boire et sortir. Alors, il faut bien que son Mais- corps régurgite. Et puis ce qui visiblement est pas très classe, c'est que c'est le mec qui l'a raconté, parce que comment on l'a su sinon? Paparazzi ont pris les photos. Il y a eu ce qu'on appelle un compte rendu. Parlez-moi de Kyo, le bad boy français de la semaine. Vous dites Benoît Poher. Eh bien, Rien à voir avec Alain Poher. Non, rien à voir. Il est Après plus jeune, Saline hein. Nasseri, on a Benoît Power qui est un peu cette semaine notre Pete Doherty à nous, qui a fait des excès. Notre quoi? Pete Doherty, Ah, le c'est mec de Kate Kate Moss, le Ouais. fou anglais qui n'arrête pas de boire, d'insulter tout le monde et de cracher sur les paparazzi. Eh bien, cette semaine, il a bu, le petit. Pas Il Pete était Doherty, ivre. Benoît Poher. Benoît Vous avez pas Poher. une photo de lui qu'on voit qui c'est? Le mec de Kyo, vous connaissez pas Kyo? Le Je savais pas chanteur qui- de Kyo. Et alors, donc trop bu. Les flics l'ont arrêté, 2 grammes dans le sang. Donc il dit monsieur, ce n'est pas correct. Il les a insultés, disant que c'était des méchants garçons. Avec Donc, 2 grammes. il a fini au poste. Heureusement, il s'est excusé platement le lendemain parce que quand même, c'est Benoît Desquillot, donc le rock'n'roll jusqu'à un certain point. Bref, 2000 € d'amende et suspension de permis. Oh, pour un chanteur, finir au poste, c'est ce dont tout le monde rêve. Ça se passait où, ce truc-là? En Corse. Un mot sur Naomi Campbell. Alors, on en avait parlé ici. Hein, elle a été condamnée à 5 jours de travaux d'intérêt général. Vous vous souvenez qu'elle avait jeté un téléphone portable à la gueule de son employé de maison, on va Enfin, dire. comme à chaque fois qu'elle a une assistante ou une employée, elle finit par lui fracasser Voilà, la on tête. avait d'ailleurs dit que ça arrivait parfois à certains. Certains que collègues du show business. Voilà. Je pense qu'il y a tellement d'hommes qui rêvent d'un coup de téléphone De Naomi Campbell. Oui, mais dans la figure, c'est pas sûr. Et alors, elle a été condamnée à 5 jours de travaux d'intérêt général. Et là, la nouvelle. Ben, c'est qu'elle refuse de balayer. Donc elle veut bien faire des travaux d'intérêt généraux, mais rien qui ne soit pas trop glamour, quoi. Elle veut pas ressembler à Boy George, elle veut rester digne. C'est Parce que Naomi Boy Campbell, George, lui, c'est la panthère. il avait nettoyé dans un parking ou Ouais. je ne sais où. Il avait passé le Non, balai il à est dans Los la rue, Angeles. on voyait Boy George avec une espèce de combinaison jaune fluo en train Ouais. de nettoyer. Cela dit, c'est très rassurant pour les passants que Naomi Campbell refuse de travailler dans la rue. Parce que si à chaque fois qu'elle croise quelqu'un, elle lui colle son portable ou son poing dans la figure, ça va faire beaucoup de Parce gens. qu'un coup de en seau dans la danger. gueule, ça fait mal quand même. Moi, en tout cas, maintenant qu'il y a ces travaux d'intérêt général, quand je suis bloqué dans une rue par le camion des boueurs, c'est ce que je fais. Je vais demander un autographe parce qu'on sait jamais qui c'est. Ça peut être Benoît Power. Et l'infidélité, alors, ça se pardonne d'après Laetitia Hallyday et Mélanie Doutet. Bah oui, voilà, ça c'était quand même la grande nouvelle dans son interview dans Marie-France la semaine dernière. Laetitia Hallyday avouait qu'elle avait dû faire face à l'infidélité de son époux, Eh oui. qu'elle avait surmonté, qui sont des choses qui arrivent. Son Et époux, dans c'est- Voici de cette... Rappelez-moi son Eh, époux. Johnny Hallyday. Donc, si je comprends bien, elle n'est pas la seule à l'avoir surmonté. Voilà, elle n'est pas seule. Mélanie Doutet cette semaine est dans Voici et visiblement elle est en train de se rabibocher avec son ex Gilles Lelouch, qui est un jeune comédien qu'il avait quitté pour Marie Gillin. Finalement, visiblement, Marie Gillin l'a plaqué, Oh, on donc s'y il retourne à la retrouve plus. maison, Mais lui, il est il vient malin, au lui, quand même, bercail. hein. Quoi. Mélanie Et Doutet, il- Marie-Gilin, lui, il est malin, lui, quand même. Il faudrait qu'on se regarde. Dans Public aussi, un mot sur Orlando Bloom et Penelope Cruz. Voilà, alors ça c'est les nouveaux petits couples qui se forment, Orlando Bloom et Penelope Cruz, ça y est, Mais c'est elle, c'est l'ex officiel. de Tom Cruise. Elle, c'est l'ex de Tom Cruise, qui a surtout joué dans les films d'Almodovar parce que le reste de sa carrière n'est pas formidable. Orlando Bloom, Pirates des Caraïbes, évidemment, il est magnifique. Et donc, ils sont ensemble. Et là, ça y est, ils passent à la vitesse supérieure. Il semble qu'ils veuillent acheter une maison tous les deux à Hollywood. Non. Voilà. Mais je vous rappelle quand même que Penelope Cruz reste sur le top de l'actualité
à cause de ses conquêtes. Hein. C'est pas ses films. On se souvient pas de ses films. On se souvient de ses ex. Oh, dis, tu charries quand même. Le film qu'elle a fait, le dernier avec Almodovar, elle Bah est voilà. extraordinaire. Voilà. Ah Deux oui, mais films enfin, avec Almodovar. Bah oui, mais enfin, moi, je veux bien faire 2 films avec Almodovar et juste ces deux-là, c'était Et en plus, extraordinaire. te taper Orlando Bloom, Tom Cruise, Matthew Montgomery, ça va? Pierre, vous toujours avec Alix? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Vous êtes en train de feuilleter les magazines? Mais oui, parce qu'il y a que des gens dont je connais pas le nom. Amel Bint. Non, c'est vrai. Sonia Roland. Non, Miss France qui a Cécile de accouché. Minibus. Je savais pas que ça existait, moi. Ah, mais c'est vrai. Tu t'es jamais retrouvé dans Voici, toi? Non, non, jamais. Jamais. Mais en plus, je vois pas ce qu'il aura à faire de moi. Il y a qu'Amel Bint et tout ça. Et Kyo aussi. Bah Benoît oui. Poher. Bah, c'est celui qui vient d'être arrêté en état d'ivresse. Ah, mais c'est pour ça que je me disais de quoi elle parle. Vous avez été- Il faut montrer les photos en même temps. On devrait faire ça à la télé avec les photos. À la radio, on peut pas. Vous avez déjà été dans Voici, vous, Laurent? Oh là, hélas, oui, hélas. Vous aussi, Michalak? Non, jamais de paparazzi, heureusement. T'as vu Michalak qui dit jamais de paparazzi. Enfin, Michalak, mais moi, qu'est-ce j'étais qu'il en- foutra avec toi, mon pote? Mais tant mieux. Ah, mais J'étais en boîte avec- d'abord, il faudrait qu'il te photographie avec un Minox. Et en plus, Avec Kylie Minox? Oui, bien sûr. Non, il est pas dans Voici, mais c'est très surprenant parce que j'ai été en boîte avec lui. Toutes les 2 secondes, il y a des gonzesses qui se jettent sur lui et qui lui demandent de prendre des photos avec lui. Tu parles de Pierre et ou il tu est parles tout de moi, fier. là? De toi. Mais c'est faux, Mais c'est vrai, c'est c'est vrai. Je suis très Évidemment, seul, je rentre elles sont seul. comme des dingues. Il arrive en boîte, elles sont Jérémy, je peux prendre une photo avec toi. Et, Et lui, si il tu- est très fier. Il fait ouais, viens. Et si tu savais combien ça me coûte par mois? Ah bon, il est vraiment, les meufs Ah sont- ouais, à donf. Mais à donf, quoi. Bon, alors, faut dire qu'il va dans la boîte où toutes les meufs sont un peu comme ça. C'est-à-dire, il se met pas beaucoup en danger. Mais quand même, elles le reconnaissent et tout, quoi. Si j'arrivais à y entrer. Ouais, mais toi, t'es foutu. Allez, on se retrouve demain à 16h. Bye bye.